Bonjour, retrouverez... Bonjour, c'est Didier Barbelivien. Retrouvez-moi avec Jazzia sur Vivre FM dans le Passage des Artistes. Au Passage des Artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazzia Arens. Vous êtes les bienvenus au Passage des Artistes sur Vivre FM. Petit, il voulait devenir chef d'orchestre. Il sera auteur, compositeur et chanteur également. Il passera sa jeunesse entre la Loire-Atlantique et le Sénégal. À 20 ans, il découvre les Beatles et c'est une révélation. Il déclenchera sa vocation. On connaît tous ces textes sans savoir qu'ils sont de lui. Il y a Mademoiselle chante le blues, On va s'aimer, La rivière de notre enfance et même Méditerranée, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Des tubes interprétés par de grands noms de la chanson française, comme Johnny, comme Patricia Cass ou l'immense Michel Sardou. Dans les années 80, il commence à chanter ses propres textes. On se souvient notamment de son célèbre duo avec Félix Gray, des titres phares comme Eva Dovia, Les mariés de Vendée ou À toutes les filles. Il faut parfois laisser le temps au temps. Il revient nous surprendre avec de jolis présents, comme celui d'un nouvel album, peut-être pas le dernier d'ailleurs. On en parlera avec mon invité pour y semer du bonheur. Et justement, il est question de bonheur au Passage des Artistes. Le bonheur d'écrire, de jouer, de vivre et d'aimer. Didier Barbelivien, bonjour, je suis ravie de vous accueillir au Passage des Artistes. Bonjour. Moi d'abord je suis fan, donc je ne sais pas si je vais être complètement objective, mais je vais essayer. Je suis ravie de vous accueillir donc au Passage des Artistes pour une balade musicale, si vous le voulez bien. On va dans cette première partie aborder vos débuts. Oui. Le début de l'histoire. Alors dites-moi, comment est née votre vocation de la musique? Le début de mon histoire, figurez-vous qu'il a commencé pas loin de cet endroit où on se parle aujourd'hui. En fait, j'ai fait toutes mes études au lycée Chaptal, boulevard des Batignolles, et j'étais proche de la rue de Rome, où il y a, puisque une partie même du lycée donne dans la rue de Rome. Et donc, il y avait tous les luthiers, tous les marchands de musique. Et quand j'avais 12-13 ans, je passais mon temps dans ces boutiques-là. Et j'étais subjugué par ce qu'était la musique. J'aurais pu aimer, j'en sais rien, moi, les voitures de sport à cet âge-là et vouloir être coureur automobile. Non, j'ai voulu effectivement être un musicien. Même chef d'orchestre, vous l'avez rappelé, ça veut dire que je m'étais présenté au concours d'entrée de la rue de Madrid. Il y a le conservatoire de musique, le plus beau conservatoire, je pense, de Paris, qui est là. Et j'étais recalé parce que je faisais des fautes de mesure. Et j'en ai fait toute ma vie. J'ai continué à en faire, enfin bref. Et du coup, un peu dépité, je me suis mis à vouloir écrire des chansons, mais ça m'est venu tard, hein, jusqu'à 12-13 ans. Je connaissais la chanson que par l'émission Salut les copains, qui passait sur Europe 1, et j'avais très peu de disques, j'avais pas beaucoup de moyens financiers, donc les disques coûtaient cher pour l'époque. J'achetais pas souvent des disques, mais j'écoutais la radio tout le temps. Alors, c'est vrai que dans la plupart de vos textes, vous évoquez énormément la vie, le temps qui passe. Comment est-ce qu'on arrive à faire de choses très simples, puisque l'amour, la vie, le temps, ce sont des choses que tout le monde connaît, mais vous arrivez à en faire des tubes. Oui, je ne sais pas d'où me vient Bon, il y a une part de don. Hein. Moi, je dis que... Oui, je crois qu'il y a une grande partie de don. Voilà. Parce qu'on me dit toujours... enfin, j'ai souvent lu dans des magazines où les profs nous disaient « Non, mais il faut beaucoup travailler ». Non, la chanson ne nécessite pas de beaucoup travailler. La chanson nécessite d'être réceptif. Sensible. Sensible et réceptif. Et non, j'ai pas... comment dire, je suis... c'est vrai que je suis très sensible
aux histoires, aux anecdotes, mais même au temps qui passe, et ça ne m'arrange pas le temps qui passe. Je suis quelqu'un qui n'aime pas ça, qui n'aime pas vieillir. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est bien, vous allez, dans 2 ans, j'aurai 70 ans. » Alors j'entends dire autour de moi « Ah, mais c'est jeune, 70 ans, tu parles, c'est pas toi qui te réveilles le matin en ayant mal dans le bas du dos, comme j'ai mal tous les jours. » Bon, bref. Et autant je suis quelqu'un de plutôt... joyeux dans la vie, autant j'aime les chansons nostalgiques et sentimentales et mélancoliques. Ouais. D'ailleurs, avant l'été, j'ai fait une émission de télé avec mon amie Anna Cabana et elle m'a surpris à la fin. Elle me dit quel est pour toi le plus joli mot de la langue française. Et spontanément, j'ai dit mélancolie. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça ressemble en tout cas et ça transpire en tout cas dans vos chansons. Et pourtant, je suis pas comme ça du tout dans la vie. Non. Vous êtes sensible, c'est tout. Ça, c'est un trait de caractère du poisson. Mais vous savez tout sur moi, ma parole. Alors, comment, techniquement, vous faites comment? Quand l'idée vous vient, vous faites quoi? D'abord, vous écrivez le texte et ensuite vous l'adaptez, ou alors vous l'adaptez ensuite à la musique ou inversement? En général, regardez, c'est dommage parce qu'on est à la radio, il n'y a pas la télé. Vous voyez ce petit appareil? Oui. C'est mon ordinateur à moi. Et vous voyez qu'il n'a rien d'un ordinateur. C'est un petit téléphone portable du siècle d'avant. Oui. Et en fait, quand j'ai une idée, je lui parle. Parce que sinon, je l'oublierais. Ou quand j'ai mes cahiers, je l'écris sur mon cahier. Je mets vaguement la musique ou l'idée du texte. Et dans ce petit portable, j'arrive à chanter ce qui me vient. Et après, je l'oublie. Il faut que je le laisse reposer. Et un jour, après, je le stocke. Tous nos auditeurs connaissent le processus. Je l'archive. Et un jour, je l'écoute, mon petit portable. Et je me replonge là-dedans. Et là, c'est comme un type qui fait du jogging ou de la course à pied, qui n'a pas couru depuis longtemps. À un moment, il a envie d'être dans les bois, des allées, et de se défoncer et d'y aller. Et bien moi, dans ces moments-là, je m'enferme chez moi et j'écris. Voilà. Parce que j'ai été en manque de ne pas écrire, parce que j'adore vivre, tout simplement. C'est pour ça que la notion de travail m'est un peu étrangère. J'adore regarder, me balader dans les rues, dans les jardins, traverser la ville ou être dans les forêts. En fait, j'adore vivre, tout simplement. Tiens, c'est bien parce que je suis sur Vivre FM. Je n'ai pas fait exprès. Et voilà. Et... seulement après, j'ai une boulimie d'envie d'écriture. Et là, je m'enferme. Par exemple, mon album a été écrit comme ça. J'avais décidé... Alors, on me dit, mais comment tu fais l'album? J'ai dit, je ne sais pas. Je l'ai annoncé avant de l'avoir fait. J'ai dit, donc, après, il faut le faire. Et vous aviez toutes les idées en tête ou rien, les choses zéro. sont venues Non. Quand j'annonce que je vais faire un album, j'ai rien du tout. Et tout d'un coup, me prend la frénésie. Ça y est. Et là, je ferme les portes de la maison. Faut pas me parler. On s'isole combien de temps? Le temps dont j'ai besoin. Et j'écris. Et j'écris en général le double de chansons, et même un peu plus, que ce dont j'ai besoin. Ouais. Je finirai cette année, j'ai fini avec 12. Des fois, je finis avec 10. Des fois, je finis avec 14. C'est formidable. Mais j'en ai enregistré le double. Alors pour mes musiciens, c'est pas sympa parce que ils croient avoir fini. Ouais. J'ai dit non, on recommence. Oh là là. Enfin bref. Vous êtes comment au boulot? Plutôt tyrannique, plutôt cool? Dramatique. Ouais. C'est pour ça que c'est mon dernier disque. Je ne fais plus de disques. Ouais. C'est mon dernier album. D'abord parce que je ne me supporte plus en studio, moi-même. Juste en studio ou dans studio. La vie? Non, dans la vie. D'accord, vous me rassurez. Je l'ai dit, non, dans la vie, je suis très cool et avec mes musiciens sur scène, ça se passe super bien puisque j'ai les mêmes en studio que sur la scène. Mais en studio, je ne sais pas comment ils me supportent. Je ne sais pas.
Bon, écoutez, vous êtes conscient de cela, j'ai envie de vous dire. Vous êtes à moitié pardonné. Dites-moi, Didier Barbelivien, moi, est-ce que vous êtes conscient, parce que ça, je n'avais pas pensé lorsque j'ai travaillé sur les questions, je n'avais pas pensé à celle-ci. En arrivant vers les studios de Vivre FM, j'ai mis quelques albums de vous, et je vous ai écouté. Il y a une chanson qui m'a rappelé un peu des confidences de mon papa. C'est Michel. Michel, vous l'avez écrite à 17 ans. Michel, c'est près de toi, ouais. Une chanson qui a été interprétée... Je l'ai écrite au lycée Chaptal. Voilà, vous aviez 17 ans. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à 17 ans à pouvoir lâcher des choses aussi sensibles, aussi profondes ? Parce que j'étais très amoureux de ma fiancée de l'époque, qui était au lycée Racine, un peu plus loin, puisqu'on n'avait pas des lycées mixtes. Et j'idéalisais notre amour, notre rencontre, et elle était dans ma tête, elle me faisait planer, cette fille-là. Ouais. Donc voilà. Et l'histoire, malheureusement, a mal fini, puisque elle s'est retrouvée mariée. Au printemps dernier. Est-ce que vous avez quand même conscience que ce que vous écrivez, toutes les chansons que vous avez pu écrire ou composer, ont parfois changé la vie des gens. Ils se sont aimés sur vos chansons, ils se sont quittés parfois. Oui, mais moi j'ai le même réflexe que je ne crois pas que les chansons changent nos vies, mais ce sont des marqueurs, elles nous accompagnent. À un moment, elles sont dans l'histoire de nos vies. Elles ne marquent pas nos vies, il ne faut pas exagérer, mais... Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a des chansons que j'entends, encore hier après-midi, dans ma voiture. Il passait Rain and Tears de Miss Roussos. Et bien, Rain and Tears, ça me projette dans un truc que j'ai vécu quand j'avais 15 ans. Et je ressens les mêmes choses. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, dans la vie. Vous le savez sans doute pas, mais je suis le témoin, donc je vais vous le dire. Cette chanson, Michel, que vous avez écrite à 17 ans, pour votre amoureuse, a fait changer d'avis mon papa, et mes parents se sont remis ensemble. Et je suis là. Et oui. C'est exceptionnel, ça. Ils se sont réaimés sur cette chanson-là. Tout à fait. Donc, vous voyez que vos chansons peuvent parfois changer la vie des gens. C'est magique, c'est des histoires magiques. Mon cher Didier. Alors, vous avez le don, vous l'avez dit dans une de vos interviews, vous avez ce don de détecter à l'oreille une chanson qui peut être un tube. Il y en chez les autres, oui. Pas chez moi. Alors, vous un peu comme un médium, en fait. Vous ne sentez rien par rapport à vous. Non. Mais vous arrivez à... Par exemple, un des titres de Gims, vous saviez que c'était... Ah oui. Parce que j'écoute énormément la radio, j'écoute énormément de disques aussi. Oui. Je m'intéresse... De toute façon, je me suis toujours plus intéressé aux autres qu'à moi. La preuve, j'ai fait une carrière d'auteur, compositeur, producteur. Merveilleuse. Moi, oui, j'étais content quand mes disques avaient du succès, mais j'aurais pu ne jamais faire de disques. Ça n'a pas été mon Graal dans la vie, mon but. Aujourd'hui, je reconnais que, par exemple, chanter sur scène m'excite au plus haut point. Le public ? Le public. Mais enregistrer des disques, non, ça m'a jamais perturbé plus que ça. La preuve, je n'en ferai plus et ça ne va pas me manquer. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Si, je le sais. Vous êtes certain ? Certain. Je peux chanter des chansons chez moi, avec des potes. J'irai, tant que ma voix me le permettra, j'irai chanter sur scène. Faire des disques n'est pas une fin en soi. Et je reconnais que beaucoup de mes amis chanteurs sont comme ça. Johnny Hallyday était comme ça. Il n'aimait pas tellement faire des disques. Pourtant, il aimait son public et il aimait être sur scène. Mais il aimait la scène. Mais il n'aimait pas le studio ? Non, il n'aimait pas le studio. Il avait raison parce qu'il me dit c'est froid, il n'y a rien. Et il avait une façon très particulière d'enregistrer qui m'avait frappé. Il enregistrait bout par bout, en mettant toute l'énergie qu'il pouvait donner à chaque fois dans chaque phrase. Et c'était méritoire parce que je comprends c'est un grand moment de solitude, le studio. On a beau être avec des musiciens, et tout ça, c'est pas agréable. On a un casque sur la tête, on fait des prises incessantes, l'ingénieur nous dit recommence. Oui, c'est pas spontané, ça manque de naturel. Voilà. Du coup, moi, les dernières années, là, je ne faisais plus de longs enregistrements de pistes où on prenait le meilleur de ce que j'avais enregistré.
je chantais, ça c'est Aznavour qui m'avait appris ça, je chantais 4, 5, 6 fois et je rentrais chez moi. Et l'ingénieur me disait alors, je disais non, c'est pas pour aujourd'hui. Mon cher Didier Barbelivien, on va faire une petite pause. Avec plaisir. Sur Vivre FM, donc au passage des artistes. Merci en tout cas pour ces petites confidences, parce que vous nous avez raconté des histoires qu'on ne connaissait pas. Et justement, on va en profiter pour faire découvrir le premier titre qui s'appelle Le Secret. Ah oui, de ce disque. User nos lèvres à s'embrasser, à vivre nos rêves éveillés. Vous écoutez Au passage des artistes avec Jazia Arens. Bienvenue au passage des artistes. Si vous venez de nous retrouver, je suis toujours en compagnie de Didier Barbelivien. C'est presque une légende. Moi, je vous le dis encore une fois, je suis fan et je vais user et en abuser de tout ça. Alors, on parle de dérision et de liberté de penser. Alors, j'aimerais avoir votre avis parce que lorsqu'on reçoit un humoriste, on lui parle de sa liberté de penser lorsqu'il écrit des sketchs. Est-ce que vous réfrénez parfois quand... alors moi j'ai écouté par exemple l'Anarchiste ou des choses comme ça. Est-ce que aujourd'hui... Anarchiste, une chanson de moi qui s'appelle Anarchiste. L'Anarchiste, oui. Oui, que j'ai chanté dans les années 80, au début des années 80. Est-ce qu'on est un peu plus libre aujourd'hui ou moins? Est-ce que vous sentez une différence ou pas? Moi comment dire, je me sens libre parce que la liberté c'est mon premier but dans la vie. Ouais. Je sais pas si j'ai du talent, je sais pas. Il y a plein de trucs que je sais pas sur moi-même, sur ma vie. Mais par contre, je sais que j'ai toujours vécu librement, ouais, depuis l'âge de mon adolescence. Je me suis toujours senti libre. Et est-ce que vous êtes... Aujourd'hui, je pense que les gens, enfin les gens, la France, il me semble, perd un peu de sa notion ou de sa force de liberté. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'on va vers un conformisme des attitudes, même de pensée, oui. qui est étrange. Moi, d'une manière générale, depuis que je suis adolescent et en âge de comprendre, je me suis toujours demandé pourquoi on allait se chercher des maîtres. Pourquoi l'homme a besoin ou beaucoup d'être commandé. Alors vous allez me dire, oui, mais pour vivre en communauté, il faut bien qu'on ait des règles communes. Je suis bien d'accord. Et il faut les respecter. Et là, je suis encore plus d'accord. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de garde-chiourme pour faire ça? Normalement, non. Normalement, non. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui prennent des décisions. Par exemple, quand j'entends, là, avec la crise énergétique, qu'on nous parle, qu'on nous explique comment il faudra fermer les fenêtres, ouvrir les fenêtres, à quel moment il faudra mettre les machines à laver en marche parce qu'on n'aura pas d'électricité, je me dis, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, mais vraiment. On va parler de choses réjouissantes. Mais c'est assez réjouissant. Je sais pas parce que... Je sais plus quel humoriste avait dit se faire prendre pour un con par un imbécile, c'est merveilleux. Oui, je crois que c'est Coluche. C'est pas Coluche qui a dit ça, je sais plus. Alors, vous dites d'ailleurs à ce sujet-là que vous pardonnez très souvent aux gens qui vous font rire. Ah, pas très souvent. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Par exemple... j'ai eu à interviewer Gaspard Proust, là, dernièrement, pour mon émission sur Europe 1. Je suis fou de bonheur d'aller voir ces spectacles et de rire, ou Blanche Gardin. Ils sont pertinents et impertinents à la fois. Les impertinents. Moi, j'aime les très impertinents. J'adorais Guy Bedos pour ça, Gaspard Proust, Blanche Gardin. J'aime les comiques un peu acides, ceux qui caustiques, ceux qui nous dérangent. J'aime les classiques aussi, hein. Mais mon copain Albert Dupontel, par exemple, au début des sketchs d'Albert, pareil, j'allais au théâtre une fois par semaine le voir. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'humour est un peu plus bâillonné? Non. Parce que quand je vois franchement les spectacles de Gaspard et de Blanche, non. Mais il y en a plein peut-être qui n'osent pas. Et puis, de toute façon, on n'est pas là. Par exemple,
à la fois, moi, ces attitudes gouvernementales m'insupportent, mais je suis aussi contre l'idée de mal parler de ces gens-là. Je déteste qu'on parle mal du président, d'un ministre, de gens... Voilà, je n'aime pas l'irrévérence. J'aime l'éclat de rire pour l'éclat de rire. Par exemple, j'adore Gad Elmaleh, parce que Gad Elmaleh ne se sert pas de ça. Les sketchs de Gad, c'est des sketchs sur la vie quotidienne. Ouais. Il ne fait pas rire aux dépens de quelqu'un. Vous voyez, jamais. Il fait rire tout court avec le poisson rouge, avec le sketch du poisson qui sort de l'eau. Moi, j'en peux plus de rire. C'est trop bon. Didier Barbelivien, on a eu l'occasion donc d'écouter Le Secret. Oui. Un titre donc de votre extrait de votre dernier album. C'est une chanson d'amour, bien évidemment, c'est un cri du cœur, mais un amour particulier. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Ben, si vous... Parce que souvent, quand on l'entend une fois, comme le public vient de l'entendre, peut-être on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe là-dedans. Parce que ça commence gentiment, user nos lèvres à s'embrasser, à et vivre. Et puis il pleut à l'extérieur, donc on ferme les fenêtres. Voilà, c'est derrière des volets fermés. En fait, mais ça m'a plu de faire ça parce que je me suis dit, quand je l'ai écrite, je crois que ce sujet n'a pas été traité. C'est une chanson qui parle de l'adultère. Ouais. En fait, ce sont deux amants qui se retrouvent que pour partager de l'amour ensemble. Ils partagent rien d'autre. Ils n'ont pas de vie commune. C'est pas une liaison. Ils sortent pas dans la rue. On les voit pas aller dîner un soir ensemble. Jamais. Ils ne se voient que pour s'aimer. Alors, d'où est venue cette idée ? Est-ce que c'est des confidences ? C'est autobiographique ? J'allais vous dire, c'est un peu le fruit de ma longue inexpérience, mais oui, je me souviens d'avoir eu, il y a longtemps, une relation comme ça. Et vous avez attendu qu'il y ait prescription pour l'écrire ? Non, je ne sais jamais pourquoi. Ouais. Une chanson se déclenche en moi à un moment XY. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai, quand j'y repense, c'est une configuration assez particulière de vouloir vivre cet amour-là, quoi. Vous avez écrit 12 titres. Oui. Si j'osais vous poser la question, à savoir quel est celui qui vous touche le plus, celui qui représente l'auteur que vous êtes, ce serait, est-ce qu'il y a un titre qui vous interpelle, on va dire ? Ils me plaisent tous, sinon ils ne seraient pas là, puisqu'il faudrait donner la parole aux 12 réformés que nous avons enregistrés et qui ne seront jamais nulle part. Non, mais... Je sais pas, par exemple, j'étais content d'une chanson comme Le timbre et l'enveloppe. Oui. Pourquoi ? Parce que je dis à un moment, on était le timbre et l'enveloppe, la correspondance d'une époque. Comme ça se lit à 2 degrés ou à 3 étages, j'aime bien quand je fais des blagues un peu comme ça avec les mots. Mais Le Secret me touche aussi parce que c'est, comment dire... c'est redonner de la noblesse à ce qui peut-être n'en a pas pour certains. Oui. Peut-être qu'une liaison adultérine pour les gens, c'est pas de l'amour. Et pourtant si, ça peut en être. J'aime bien la chanson des Tziganes aussi parce que je m'invente des rôles. Je me mets dans la peau d'un gitan, d'un Tzigane. Et ça, pareil, je l'avais jamais essayé. Dans un autre registre, mais je peux expliquer toutes mes chansons. J'aime la chanson Souvenir au pluriel parce qu'elle raconte avec des touches comme ça, un peu comme un peintre, des moments de vie avec mon ami Jean-Marc Roberts qui était quelqu'un comme un frère pour moi. J'aime Le temps d'aimer où je retrouve Anaïs dans un duo qui, j'espère, va faire plaisir au public. Anaïs, c'est la jeune femme qui chantait Les mariés de Vendée avec moi. J'aime
Ouais, j'aime la dernière chanson du disque, Ta main, qui est une chanson que j'aime bien faire, un peu triste, un peu sentimentale. J'aime la première chanson du disque, même si celle-là, elle plaît pas à tout le monde, parce qu'elle traite du féminicide. Alors, c'est pareil, je me souviens pas qu'il y ait eu une chanson là-dessus. Et j'en parle de manière, très crue, très directe, très brutale presque. Parce qu'on comprend, à la fin du titre, que cet homme qui parle à cette femme, il est en train de la tuer, en fait. Et je me dis, mais le crime passionnel, c'est quand même encore de l'amour, même si c'est de l'amour monstrueux, puisqu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, même par amour. C'est n'importe quoi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et je me rends compte que tout ce disque, en fait, parle d'amour à des degrés différents. Je parle même de l'amour des artistes, en disant qu'il n'y a pas d'artiste heureux. Et c'est vrai, je le pense. Il n'y a pas d'artiste heureux. J'avais croisé il y a quelques années André Manoukian qui m'avait fait la confidence lors de notre interview que les plus beaux titres sont ceux qu'on écrit quand on est malheureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Alors, pas du tout. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis incapable d'écrire une chanson. Enfin, je suis incapable de faire quoi que ce soit quand je suis malheureux. Oui. Vous voyez, quand je suis malheureux, j'ai du mal à me lever de mon lit déjà. Donc, j'ai ni faim, ni soif, ni envie de rien. Non, j'ai besoin d'être heureux, moi, pour écrire. Et surtout, pour écrire des chansons très tristes, j'ai besoin d'être très heureux. Pour justement me mettre... c'est des rôles, hein, tout ça. C'est me mettre dans la peau, voilà. Oui. Moi, je vais toujours rapprocher mon métier de celui d'un comédien. Un auteur, c'est quelqu'un qui endosse... qui peut endosser tous les rôles, qui peut même se transformer en femme. Puisque quand j'ai écrit beaucoup de chansons pour les artistes féminines, et quand j'écrivais pour Sylvie Vartan, ou quand j'écris encore pour elle, je devenais Sylvie Vartan. Quand j'ai écrit pour Dalida, je me mettais dans la peau de Dalida, au mieux, au plus que je pouvais m'y intégrer. Est-ce que c'est une condition sine qua non, j'allais dire, d'écrire pour quelqu'un et le connaître? Est-ce qu'il faut le connaître vraiment pour se mettre à sa place, pour être dans sa peau? Non, il suffit de bien connaître son œuvre. Il suffit pas de le connaître lui, parce que lui, quelquefois, il est pareil, il joue un rôle. Un jour, Michel Sardou a dit « Je ne suis pas l'homme de mes chansons, je ne suis pas l'homme ». C'est vrai, il dit la vérité. Quand il chantait Les villes de grande solitude, on disait « Ah, Sardou est un violeur, il parle j'ai envie de violer des femmes ». Mais non, il joue un rôle. Oui, comme le temps des colons, par exemple. Le temps des colonies. Des colonies, oui. Pareil, des chansons qui n'ont pas été... Il se moque, même au contraire, de ces gens qui étaient, de ces colonialistes un peu libérés. Il se moque d'eux. Et pour moi, Monsieur Rien n'égalait les tirailleurs sénégalais, qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. On voit bien que le trait est chargé, oui, une chanson que c'est faux, qui se moque des hommes qui parlaient comme ça. Vous savez quoi? On va faire encore une autre pause. Ah, j'adore les pauses aussi. Surtout que... J'adore parler, mais j'adore me reposer aussi. Oui, ben on va se reposer un peu, puis on va permettre également à nos auditeurs de découvrir votre album, votre écriture également, avec Le temps d'aimer. Ah ben, on en parlait. C'est la chanson en duo, Les retrouvailles avec Anaïs. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Bienvenue, si vous venez de nous retrouver, vous êtes toujours sur Vivre FM au Passage des Artistes et on entame cette troisième partie, mon cher Didier Barbelivien. Mais ça se passe très bien, je suis ravi d'être là. Ça se passe très bien et ça se passe trop vite, ça passe trop vite. Ça veut dire que je reviendrai en début d'année, dès que j'aurai un nouvel extrait de disque, je reviendrai. Et il faut, et puis nous allons venir également vous voir parce que vous allez être en concert, mon cher Didier Barbelivien. Oh oui, grâce à Dieu, ça reprend. À partir du 1er octobre. Oui, je crois que je chante à côté de Lille. Non ? Je chante où ? Dites-moi où. Alors, le 1er octobre, vous chantez à Bondoufle, dans le 91. Ah non, à Bondoufle, je confonds tous. C'est non, à côté d'Évry.
Oui, tout à fait. Dans l'Essonne. Pas très loin de chez moi d'ailleurs. le... Et donc, vous allez enchaîner jusqu'au 23 avril. Est-ce que vous êtes content de retrouver Oh, j'irai même bien au-delà de ça. Vous verrez dans l'année 2023. Oui, moi je suis content de retourner sur scène d'abord parce que j'adore ça. Il y a eu le confinement également qui était très compliqué. Ah, ne me parlez pas de ça, ça a été un cauchemar. Oui. Ça a été un cauchemar, mais pas parce que je pouvais pas aller chanter. C'est la façon dont on nous a traités que je trouvais cauchemardesque et incompréhensible. Quand je pense qu'on fermait des rayons de disques et de livres, et qu'on laissait ouvert, mais tout le monde oublie tout, hein, oui. Et qu'on laissait les ouvert gens des plus de mémoire, trucs à côté. Non, mais ça a été, enfin bref. D'ailleurs, j'avais fait un truc qui m'a été reproché par les amis de la Macronie. J'avais écrit une lettre aux incompétents qui nous gouvernent. Et c'est vrai, ils avaient kiffé moyen on n'aime pas ma prose. Et est-ce que par exemple, parce que vous avez une plume extraordinaire, et puis bon, il faut un peu de finesse, un peu de subtilité, vous n'avez pas envie d'écrire un titre comme ça, un peu coup de gueule, comme avait fait à l'époque Pani, oui, vous n'aurez pas mal... J'allais vous dire, en même temps que je dis oui, je dis non. Oui. Non, parce que c'est pas mon mode d'expression. Mais pour écrire la lettre ouverte aux incompétents, c'est vrai que je m'étais inspiré du Ruy Blas de Victor Hugo, d'une tirade. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Bon, bref, ça commençait comme ça. Et non, j'ai pas le caractère polémiste en écriture, en tout cas pas dans mes chansons, même si je l'apprécie chez les autres. Oui. Par exemple, j'ai toujours aimé Michel Sardou en contestataire. J'ai une admiration sans borne pour Jean Ferrat. Vous voyez, pour les chansons engagées de Jean Ferrat ou de Léo Ferré. Mais moi, je me trouverais un peu ridicule. Peut-être ça va avec mon caractère. Je me dirais, les gens vont pas me prendre au sérieux. Déjà, dans ma chanson Anarchiste, on en parlait en début d'émission, des années 80, c'est Pierre Delanoë qui m'avait écrit ça, les couplets de cette chanson. Et je me moquais même du fait d'en être un. Je me disais, c'est un peu ridicule, anarchiste, je sais plus ce que je disais, qui se moque même des mots en iste, enfin, bref. Oui, c'est des mots préfère, qui riment avec iste. Ouais, je préfère vivre comme un anarchiste que me déclarer politiquement anarchiste. Ça veut rien dire. Alors, donc, le confinement a été un peu compliqué. Là, les choses... Là, je vais retourner sur scène. Vous revenez sur scène. Et avoir le plaisir d'être avec les gens devant moi. Justement, est-ce que vous avez une appréhension de retrouver votre public ? Jamais. C'est un plaisir. Quand je monte dans ma voiture pour aller chanter, c'est comme si je partais pour des grandes vacances. Mais est-ce que vous avez un peu le trac ou pas ? Non. Les choses se sont j'y vais avec plaisir. Le temps. Non, alors moi, je sais pas, quelqu'un a dit, le trac vous viendra avec le talent. Avec le talent. Non, je crois pas. Quand même. Non, moi, je peux pas avoir le trac, je vais vous dire pourquoi. Je déteste me contraindre. Donc, si c'est pour une raison ou pour une autre, ça me plaisait pas, je ferais pas ce métier-là. J'irai pas sur scène. Au contraire, je piaffe d'impatience. Je vais vous dire mieux, quand je chante quelque part, je ne passe jamais par ma loge. C'est sympa qu'ils me fassent une loge. Oui. Je dis toujours aux organisateurs, mais je dis, vous l'avez organisé pour rien, j'y mettrai pas les pieds. Pour quelle raison ? J'aime arriver comme un type qui a un rendez-vous avec son public. Avec une fiancée, voilà. Et la fiancée, on va pas l'attendre 2 heures avant. On va à l'heure dite dans le café où elle nous attend, à l'abribus où elle nous attend, à je sais pas, peu importe où elle nous attend. Et on est tout de suite en prise et on est tout de suite vrai et naturel. Si j'attendais dans ma loge, je serais capable de gamberger, de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Mais je suis complètement cinglé. Je suis à 400, 500 kilomètres de chez moi. Je suis venu chanter. Faut que j'attende. Nanana, que tout le monde soit assis. Je peux pas être comme ça. Vous vous mettez dans le bain tout de suite. Non, j'arrive dans une ville. Je vais vous dire, il n'y a aucun secret à raconter ça. Et je me balade jusqu'à l'heure du concert. Génial. Un jour, je croisais une dame comme ça sur la place du village. Je chantais l'après-midi. J'étais à 5 minutes de mon entrée en scène. Elle courait vers la salle. Elle se tourne, elle me voit. Elle dit, mais mon Dieu, c'est vous ?
J'ai dit, madame, c'est moi. Elle me dit, mais vous venez chanter, vous devez être sur scène. J'ai dit, mais madame, je serai sur scène, ne vous inquiétez pas, à l'heure dite. Et effectivement, cette dame est partie vers l'entrée, elle était en retard. Et du coup, j'ai dit à la personne, à mon accompagnateur, j'ai dit, bon, elle a raison, la dame, on va s'approcher. Et, on va quand même speeder un peu. Et voilà, et j'ai dit, et quand j'arrive, le premier truc que je demande, je dis, où sont mes musiciens ? Et on me dit, sur scène, Didier, derrière le rideau. Je dis, c'est très bien, dis-leur que dans 1 minute, on commence. Ouais, c'est excellent, mais ça ressemble tellement à votre côté un peu naturel, etc. Alors donc, le 1er octobre, vous êtes à Bondoufle. Oui. En tout cas, c'est les informations que j'ai, donc à 20h30. Et, je vais en Anzin aussi, un moment près de Lille. Exactement, dans le 59, ouais. Le 22 octobre également. Le 19 février, jour de mon anniversaire, vous êtes dans le 56. Dans le Morbihan ? Oui. Ah ben oui, j'irai avec plaisir. Et le 10 mars, quel jour de mon anniversaire à moi, je chante dans l'Oise, je crois. Oui, 02, à Chauny. Chauny. Ouais, je fêterai mon anniversaire sur scène. C'est un truc que j'ai encore jamais fait, il faut bien un début à tout. Et puis 2 jours après, vous êtes à Poissy dans le 78, etc. À Poissy, oui, chez, comment il s'appelle, j'oublie toujours le nom de ce maire, qui est un type étonnant. Je sais pas, il y a des moments, j'ai des trous, j'ai des absences. Je me demande si Alzheimer est pas en train de m'attraper par les oreilles. Carl Olive. Carl Olive, il s'appelle. Voilà, donc vous êtes à Poissy le 12 mars, etc. Oui, il m'a même dit qu'il viendrait chanter à toutes les filles sur scène avec moi, Carl Olive. Il sera content, Didier. D'ailleurs, Didier, est-ce que Félix Gray, vous avez des nouvelles encore ou pas ? J'ai des nouvelles toutes les semaines. Il vit dans le sud de la France et on est restés évidemment très proches, très amis, comme avec Anaïs, comme la plupart des gens que j'ai eu la chance et le bonheur d'approcher dans ma vie. Pourquoi on n'a pas eu l'occasion d'avoir sur ces 12 titres un duo également avec Félix Gray ? Parce qu'un jour on a décidé de plus chanter ensemble, ce qui n'a jamais été le cas avec Anaïs. On s'est jamais dit, on s'est quittés, c'est sûr, puisqu'on vivait ensemble à l'époque, donc il y a eu séparation du clergé et du tiers-état, mais on n'a jamais dit qu'on ne chanterait pas ensemble. Tandis que Félix, un jour, on a dit non, on arrête. C'est fini. Pour quelle raison vous vous rappelez, pourquoi ? Parce qu'on était content de s'arrêter au sommet. Oui. C'est des trucs de garçons, hein, ça c'est des trucs idiots. Mais ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que ça nous a pris... alors là, on était dans la loge de l'émission de Gérard Louvain, dont j'ai oublié le titre, Sacrée soirée, je crois. Et on est dans la loge et, je sais pas, on discute avec Félix. On en avait parlé avant. J'ai dit à Félix, ce serait bien de s'arrêter en haut. Et ce dingo de Félix, qui est aussi fou que moi, ou presque, me dit dans la loge... Et si on l'annonçait à Jean-Pierre Foucault, là, ce soir ? J'ai dit, tu crois ? J'ai dit, tu vas le faire ? Il me dit, ouais, j'ai envie de le dire. Et il fallait voir la tête de Foucault. Parce que on est sur le canapé, là, tout va bien. On vient de chanter Vado Villa, je crois. Et puis ça marchait bien. Et oui, on était numéro 1 à chaque fois, partout. Et je regarde Félix et je vois qu'il va le faire. Parce que Félix, dès qu'il va faire une connerie, je le sais, 10 secondes avant, 15 secondes avant, je me dis, là, Félix, il va me faire la totale. Et je vois dans ses yeux qu'il est content, qu'il va annoncer le truc. Et je me dis, mais quel cinglé, notre producteur ne le savait pas. Personne ne le savait. Ils ont cru qu'on faisait une blague. Et Félix dit, je peux dire quelque chose ? Parce que Félix, il parlait très peu. Le bavard, c'était moi, comme aujourd'hui. Moi, je suis très bavard. Bon, bref. Et je fais l'interview avec Jean-Pierre, nanana. Et je regarde mon Félix qui commence à sourire. Je me dis, non, de Dieu, il va le dire. Il va le dire, il va le dire. Et à un moment, il dit, je peux dire quelque chose ? Il lève le doigt comme ça. Alors, Jean-Pierre se tourne vers lui un peu. Bah oui, bien sûr, Félix, tu peux. Eh bien, je voudrais vous faire une annonce. Nanana. Il regarde les gens, il regarde la caméra. Je voudrais vous dire que c'est la dernière fois qu'on chante ensemble avec Didier. Et les autres se disent, ils sont fâchés, c'est pas possible. Et Foucault essaie d'enchaîner comme ça en disant, mais vous êtes disputés, ça va pas.
Ah non, non, ça va très bien, on est les meilleurs amis du monde. Non, on a décidé de s'arrêter. Voilà, on va faire autre chose, chacun dans son coin. Enfin bref, c'était pour l'époque, hein, c'était un petit coup de tonnerre pour nous, enfin ma maison de disques, enfin la nôtre. Et vous l'avez jamais regretté Ah non. Et on n'a jamais rechanté ensemble. Attention, c'est pas que les chéquiers se soient pas ouverts, hein. Parce que ce qu'on nous a proposé comme argent pour un jour revenir chanter à toutes les filles à la télévision, c'est indécent comme proposition. Non, on n'est jamais revenu. Et donc sur scène, on risque pas de croiser... Non, never. Par contre, on peut me croiser l'été dans le sud de la France en train de jouer au boule avec Félix. Avec Félix. Mon partenaire de boule, c'est un homme que j'adore, c'est comme quelqu'un de ma famille. Mais on ne chantera jamais ensemble, non. Didier Barbelivien, l'émission touche à sa fin. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Pourquoi l'album n'a-t-il pas de nom ? Ah, bravo. Comme c'est mon dernier, je voulais qu'il soit comme ça, dépouillé. Il y a juste écrit sobre. Didier Barbelivien sur la pochette. Voilà. Ah, plus sobre, on a du mal à faire. Merci beaucoup, Félix. Je vous en prie. Félix. Didier Barbelivien. C'est un beau lapsus. Félix et Didier, voilà. L'un n'allait pas sans l'autre à l'époque. C'est vrai que c'est à cette époque-là que je vous ai aimés tous les deux. Didier Barbelivien, merci infiniment. Attends, j'ai pas fini. Vous préfériez lequel ? Celui que je trouvais, voilà, le beau gosse comme à l'époque. Ma femme, elle était amoureuse de Félix. Mais... Et elle a fini par se marier avec Didier. Comme quoi. Mais celui qui me touchait le plus, c'était vous. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Encore avec cette nouvelle chanson. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été notre chanson invité. Des Tziganes. Vous voyez, je fais tout. J'annonce même ma chanson. Mais vous faites bien. Comme sur scène. Vous faites bien. Je fais bien. applaudir mes musiciens et j'ai dit, n'oubliez pas le chanteur de l'orchestre, Didier Barbelivien. En tout cas, mille merci Didier Merci Barbelivien. de m'avoir reçu. On va justement s'écouter la chanson des Tziganes. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous faites. Très bonne tournée à vous. Et je vous dis à très bientôt, je reviendrai. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Je fais pas des promesses de Gascon, comme on dit. Je reviendrai. Excellent week-end à tout le monde. Je vous souhaite de passer donc de très 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 bons moments. Et puis profitez-en, parce que ça, je voulais quand même la placer à la fin. Profitez de quitter l'autoroute. Il paraît qu'il y a de très jolies choses qui s'y passent. Je viens d'une chanson des Tziganes